Je pense que justement, après 40 ans, on a bien conscience de nos capacités. Souvent, on sait encore pas ce qu'on veut. Moi, c'est encore pas mon cas, hein. Je crois que je serais incapable de dire encore qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'est-ce que je veux plus. Et on est nombreuses. Ça, de savoir vraiment ce qu'on veut plus vivre ou traverser ou faire, eh ben ça, on en est bien capable de faire cette liste-là. Mais de dire vraiment avec précision, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, je pense que c'est avec notre éducation au-delà même de notre éducation en tant que personne petite fille, hein, on n'a pas tellement appris aux femmes à vouloir, en tout cas, ou à le dire ou clairement. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'accueille Nathalie. Et avec Nathalie, nous allons ensemble casser un mythe. Oui, se lancer dans l'entrepreneuriat à 40 ans, c'est possible. Et il y a même de très gros avantages à le faire. Si vous en doutiez, alors normalement, à la fin de cet épisode, ce ne sera plus le cas. Nous allons aussi parler ensemble de s'autoriser à être soi, à bien se connaître et à prendre soin de soi en entrepreneuriat. Et croyez-moi, ce ne sont pas là de petits sujets, mais bien des vrais sujets d'importance. Alors accrochez-vous pour cet épisode qui va vous faire du bien. C'est parti! Bonjour Nathalie! Hello Christelle! Comment ça va? Bah écoute, ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Bah écoute, avec grand plaisir. Nathalie, du coup, peut-être juste avant qu'on commence, moi j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu qui tu es, que tu expliques à nos auditeurs, donc qui tu es, qu'est-ce que tu fais, quelle est ton activité, voilà un petit peu tout ça. Ok, et alors donc moi je suis donc Nathalie, je suis formatrice et je forme plus spécifiquement les assistantes virtuelles, enfin les futures assistantes virtuelles. Au départ, moi, enfin j'ai une longue carrière administrative, donc j'ai à peu près 26 ans de carrière dans l'administration publique. En parallèle, j'étais formatrice en bureautique, donc en présentiel pour les futures assistantes. Et puis, je crois à peu près fin 2018, début 2019, j'ai eu envie de faire autre chose. Donc, j'ai commencé par me former à la rédaction web et j'ai lancé une activité de rédac web pendant à peu près, je crois, un an et demi, 2 ans, je me souviens même plus trop, parce que j'ai fait un petit peu les deux en même temps quand j'ai commencé la formation. Donc, au bout d'un an, j'avais fait le tour. La rédac, je sentais que c'était pas trop mon truc, enfin, que c'était plus mon truc. J'avais pas mal de clients, mais je m'ennuyais, en fait. C'était toujours un petit peu pareil. Et je me suis posée, je me suis dit, bon, je veux continuer dans l'entrepreneuriat, je veux continuer sur le web, mais qu'est-ce que je fais? Donc, je me suis vraiment posée et j'ai fait un petit peu la somme de ce que je savais faire ou de mon expertise. Donc, l'administratif, ça me connaît bien. J'étais formatrice formée donc, pour faire de la formation et j'aimais bien être sur le web. J'avais déjà constitué un petit réseau. En plus, forcément, avec la rédac, je connaissais quand même pas mal de choses. La rédaction de contenu, bien sûr. Donc, mais vraiment, du jour au lendemain, je me suis dit, mais attends, mais c'est ça. Je vais faire de la formation en ligne et plus spécifiquement les assistantes virtuelles qui, pour moi, au départ, s'appelait plutôt assistante digitale. Donc, j'ai lancé la première formation en mars 2020, Ok. quelques jours du premier confinement. Voilà, ce n'était pas calculé, hein. Forcément, ça a bien marché tout de suite. Voilà, donc ça fait 2 ans et demi que je forme les futures assistantes virtuelles. J'ai formé maintenant presque 200 femmes et des fois, je réalise même pas en fait que j'ai réalisé autant de personnes, que j'ai formé autant de personnes. Voilà. Euh, voilà. Ça marche. Et du coup, derrière cette histoire-là, donc derrière ton histoire d'entreprendre, qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment t'en es arrivé jusque-là à devenir entrepreneur? Alors moi, j'étais vraiment à la base, moi j'ai un bac compta, vraiment hyper, voilà, bac compta. J'ai pas été plus loin et j'ai tout de suite quasiment intégré la fonction publique.
dans ma famille, on était à peu près fonctionnaires depuis le Moyen-Âge, donc c'était vraiment la voie royale, j'ai envie de dire, ou toute tracée. Moi, je l'ai fait vraiment dans un but d'être tranquille. Je venais d'avoir ma première fille et c'était pour moi hyper pratique, en fait. Je savais que dans la fonction publique, avec un bébé, c'était beaucoup plus simple que dans le privé. Qu'on allait me laisser tranquille si mon bébé était malade, par exemple, ou que j'étais prioritaire pour les vacances scolaires, des choses comme ça. Donc, j'ai choisi un petit peu la facilité. Et puis, bon, j'ai quand même eu du bol parce que j'ai eu des postes quand même intéressants, on va le dire. Et surtout, ça m'a permis, pour mes deux autres enfants, de pouvoir poser des congés parentaux. Moi, j'ai choisi à chaque fois de mettre ma carrière en pause pendant ces périodes-là. On en a déjà parlé tous les deux. Moi, je suis un peu partagée hein, là-dessus, que ce soit la femme qui met sa carrière en pause, qui prend des Mm. congés parentaux. C'est quand même un vrai choix de ma part. J'en avais vraiment envie. Et puis, voilà, donc je ne regrette pas du tout. Mais au bout de 26 ans de carrière, t'imagines maintenant, mes enfants, ils sont un peu plus grands. Mm. Là, ça faisait déjà quelques années hein, que je tourne un petit peu en rond dans mes postes, avec vraiment une grosse perte de sens sur les missions, service public, hein. Le désengagement de l'État, c'est pas le scoop de l'année, et puis le manque c'est-à-dire d'autonomie, on dira, ou quand on fait des propositions, oui, bof, voilà. Donc ça commençait à me peser, je trouvais plus tout de sens, je m'ennuyais, j'étais, à mon sens, pas assez occupée. Donc, je me suis dit, oh là là, c'est le moment, il faut que je fasse un truc pour moi. Et donc, j'ai cherché, en fait, une activité que je pouvais faire. Je voulais à tout prix travailler en ligne, en fait, surtout. C'était ça ma Mm. motivation. Pour travailler depuis chez moi, c'était hyper important. Donc, j'ai cherché une activité à faire en ligne et c'est comme ça que je suis tombée sur la formation en rédaction web. Comme j'aime bien écrire, que je suis plutôt à l'aise avec le français, je me suis dit, allez, banco, c'est ça. Voilà, Ça marche. c'est comme ça. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans l'entrepreneuriat parce qu'avant, j'avais même pas cette notion de me dire, tiens, je vais être entrepreneuse, en fait, hein. Même pas. C'était pas ça Mm. du tout au départ, le moteur, hein. C'était de faire autre chose. Voilà. D'accord. Donc c'était faire autre chose pour éviter l'ennui, quoi, quelque part, c'est ça? Oui, en fait, j'avais l'impression que mes neurones se desséchaient. J'étais pas assez Mm. stimulée au bureau. Donc, il n'y a pas de challenge, rien du tout. C'était un petit peu la routine. Et je déteste la routine. Voilà, il faut que ça bouge tout le temps. Et dans la fonction publique, il ne faut pas dire que ça bouge trop, hein. Voilà, ça prend du temps. Enfin bon. Donc, me lancer sur le web, c'était une grosse découverte. C'est-à-dire que je connaissais déjà bien le web. Enfin, j'étais tout le temps dessus, mais en tant que, on dira, spectatrice, en fait, Mm. plus comme ça. Et là, j'ai découvert un univers et je me suis dit, waouh, c'est bien, hein. Voilà, ça a commencé comme ça. Ça marche. Donc c'est vraiment ça qui a créé le switch, quoi. C'est la découverte de cette formation-là qui a fait tout basculer, en fait, qui t'a donné En fait, je savais même pas que ça existait comme métier, rédacteur web. Mm. Vraiment, la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait? Bon, depuis, j'ai compris, hein, bien sûr. Euh, et le fait de travailler pour plein de clients différents, en fait, c'est là que j'ai découvert tout l'univers du web, que je soupçonnais même pas, en fait. Mm. Vraiment, hein. Je savais qu'il y avait des sites web et tout, mais j'avais même pas idée que ça pouvait être des gens qui étaient payés pour écrire des articles. Je me posais même pas de questions, de toute façon, hein, vraiment. Et là, j'ai découvert donc, plein de métiers et la formation en ligne que pour moi, à cette époque-là, c'était assez marginal, on dira. Mm. Enfin, c'est pas une vraie formation. J'avais pas conscience, en fait, de vraiment tout le potentiel de la formation en ligne. Ouais, ça marche. Et ça a été quoi, en fait, la réaction autour de toi, finalement, quand tu t'es lancé, quand tu as pris ce chemin-là, en fait. Après, tu m'as dit, je crois, 17 ans dans la fonction publique, etc. Donc, je pense que ça a dû créer un peu du mouvement autour de toi. Alors, c'est 26 ans pour être 26 ans. de carrière dans la fonction publique. Euh, alors, au niveau de mon entourage proche, c'est-à-dire mon mari, bien sûr, première personne concernée, on est d'accord. Euh, je ne suis pas dans la démarche de dire je vais lui demander son avis pour faire quelque chose, hein. Je pense que voilà, c'est acté, je ne demande pas trop l'avis, sauf que bien sûr, je pense que quand on est en couple, on est quand même une équipe, hein. Il faut faire les choses bien, on peut avoir des charges ensemble, par exemple une maison, une voiture, etc. Donc il faut quand même en avoir conscience et pas foncer tête baissée. Et moi, c'était important qu'il me suive en fait. Donc je lui ai dit, mais vraiment, hein, voilà, je vais créer mon entreprise. Donc lui, d'accord. Il est fonctionnaire aussi, hein, donc il faut voir un petit peu l'état d'esprit pour lui, hein. D'accord. Et je lui dis sur le web, il me dit OK. Euh, donc ça lui fait quand même deux grosses nouvelles, voilà. Il s'est dit d'accord. Mais quand même sa première réponse, on dira, ça a été qu'est-ce que je peux faire pour t'aider tout de suite. Donc
pour moi, c'est quand même important parce que je me suis sentie soutenue. Même aujourd'hui, je dirais pas qu'il comprend absolument tout ce que je fais, mais il voit que je m'éclate. Alors lui, c'est le principal, voilà, c'est Indicateur. indicateur pour lui, c'est je vois que tu as l'air beaucoup plus épanoui, comme je t'ai Mm. jamais vu finalement encore. Donc pour lui, c'est OK. Il me dit, je vois que tu dors mieux parce que je suis plutôt tendance insomniaque, donc ça, c'est parfait. Ma fille aînée, donc aussi, travaille sur le web, donc forcément, on se comprend pas mal. Voilà, mes parents, enfin mon père en l'occurrence, pas du tout. Mm. Voilà. Ça marche. Ok, donc t'as eu finalement un environnement assez aidant. Il n'y a pas eu vraiment de remise en cause, remise en question autour de toi. T'as fait ton chemin, quoi. Exactement. Même mes amis autour qui comprennent pas trop ce que je fais, hein, certains vraiment. Mm. J'entends des trucs du genre, c'est quoi ton petit truc sur le web? Ou tu fais des trucs sur le web où j'ai le droit plus souvent, mais ça, c'est parce que vraiment, parce que je suis une femme, ça marche bien ta petite boîte. Voilà, le truc classique, je pense qu'on entend toutes. Mm. Moi, j'ai une petite boîte. Je serais un homme, j'aurais une boîte ou une entreprise, mais comme je suis une femme, j'ai une petite boîte. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce que ça a été pour toi les défis auxquels tu as dû faire face quand tu as commencé? Alors finalement, eh ben, pas tant que ça. Tu vois, on pourrait penser que quand tu te lances après 40 ans, par exemple, tu vois, ça va être compliqué, que tu as une sorte de fracture entre les générations, que le web, c'est pas mon truc. Bon, personnellement, j'ai eu la chance d'être dans le web très très tôt, dans tout ce qui va être un peu informatique très tôt, et je me suis sentie très très vite très à l'aise. Ça fait très longtemps quand même que je suis un peu sur les réseaux sociaux, même si je travaillais pas dessus. Il y a déjà eu ça. Et ce qui m'aide aussi quand même, c'est que je m'en fous quand même bien de tout. Non, mais ça peut paraître bizarre comme ça, mais je veux dire, je ne me mets pas de limite. Je me dis Mm. pas, oh là là, mais t'as tel âge, tu vas pas aller sur Instagram, par exemple. Ou t'as tel âge, mais vraiment pas. Non, moi, je m'en fous, je fais mon truc, je fais même pas attention à ce qu'on pourrait dire, en fait. C'est ça le truc. Je, je prends, voilà, donc je vis mon truc à fond. Donc, ça me permet quand même d'être hyper décomplexée à la fois dans ma com ou même dans mon job et tout. Maintenant, je trouve qu'au contraire, au-delà des défis, ça va plutôt être une force. Euh, le fait d'avoir toute cette somme d'expérience ou le fait de savoir dire oui ou non en conscience sans me poser mille questions et sans avoir peur d'être jugée ou quoi que ce Mm. soit. Et juste me prendre en considération moi d'abord. Ce qui peut paraître égoïste, hein, mais c'est plutôt salvateur, je pense. Alors, pardon pour ceux qui n'ont pas vu, puisque du coup, il n'y a pas la caméra, mais je lui ai fait un signe non de la tête. Donc, non, pour moi, ça ne me paraît pas du tout égoïste, mais bon, effectivement. Euh, J'entends effectivement dans ce que tu me dis, il y avait vraiment une vraie conscience déjà de s'affirmer soi-même, comme tu dis, c'est vraiment la logique, c'était en fait, je me suis jamais posé la question quelque part, à entreprendre après 40 ans ou aller sur Instagram après 40 ans, peu importe quoi, finalement. Non, pas du tout. Euh, Dans mon public, moi, c'est majoritairement quand même des femmes qui sont après 40 ans ou autour de 40 ans en tout cas, donc qui aussi, elles la somme de leurs expériences, etc., et qui arrivent vers moi souvent dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc ça veut dire qu'ils ont un gros passé, j'ai envie de dire 15-20 ans de salariat, et ce que j'ai beaucoup remarqué, au-delà de plein d'autres choses que j'ai remarqué, c'est le manque de reconnaissance, en fait, qu'elles ont eu pendant leur carrière. Donc, elles arrivent dans l'entrepreneuriat avec un fort besoin de reconnaissance. Et ça donne parfois des situations un peu compliquées. Et une fois, une élève me dit, mais comment tu fais en fait pour avoir l'air si détaché Mm. ou- elle n'a pas dit mot forte, mais je sais plus quel mot. Enfin bon, voilà. Et en fait, je dis, bah, moi, ce qui m'a peut-être sauvé entre guillemets, hein, moi aussi je fais le geste entre guillemets, mais je dis Mm. pourquoi pas. Ce qui m'a peut-être sauvé c'est que justement, j'ai jamais eu ce besoin de reconnaissance pendant le salariat. En fait, j'étais hyper détachée de ça. Et à la limite, j'avais besoin, s'il y avait certaines personnes dont j'avais besoin de la reconnaissance, c'était plutôt des femmes où dans mon esprit déjà, commençais très jeune, hein, j'estimais que les hommes n'étaient pas légitimes pour m'apporter la validation sur mon travail ou quoi que ce soit. Une femme me touchait beaucoup plus et comme j'ai eu la chance, on dira, de croiser que beaucoup d'hommes, ça m'a pas beaucoup manqué. Voilà. Mm. Donc je pense que quand on
grandit ou quand on se construit sans ce manque, c'est pas pareil hein, aussi. Mm. Mm. Et effectivement, du coup, quelque part, enfin, la reconnaissance, tu avais d'autres sources, d'autres façons toi-même d'aller la chercher, en fait. C'est ça, exactement. Par mon travail et puis par est-ce que je suis satisfaite aussi de mon travail. Et surtout, j'avais tout le temps besoin d'apprendre, en fait, tout le temps d'évoluer. Dans la fonction publique, il y a quand même, il faut le dire, des choses bien, hein. On peut suivre beaucoup de formations. Donc ça, j'ai bien profité de toutes les formations que j'ai pu suivre. On peut aussi passer des concours, donc c'est assez challengeant, etc. Donc bon, j'ai trouvé mon compte comme ça, en fait, hein, Mm. surtout. C'est comme ça que je crois que j'ai pu tenir aussi longtemps. Ça marche. Et alors, du coup, tu me dis, tu commençais à me parler de tes élèves donc aujourd'hui. Tu peux juste nous préciser donc qui sont tes clients aujourd'hui? Alors, c'est majoritairement des femmes, même si pour la session de septembre, j'ai accueilli le premier homme en formation et peut-être le deuxième qui va arriver dans la session de mars, en fait, et pour qui ils ont été, en plus, je trouve, assez bluffants dans leur approche quand ils sont venus me voir les deux, hein, pour me dire, voilà, Nathalie, j'aimerais bien suivre ta formation, mais je constate quand même que c'est un métier comme assez féminin, voire exclusivement féminin, on dira. En plus, toi, est-ce que tu vas être la bonne personne pour m'accompagner? Parce qu'on sent quand même que tu as un discours assez engagé auprès des femmes. Donc, je me pose des questions. Donc, on a pu discuter, ça c'était hyper intéressant. Ils ont bien compris hein, la différence entre oui, je suis engagée plus particulièrement vers les femmes, mais c'est pas que je n'aime pas les hommes. Voilà, c'est que mon choix s'est porté voilà, sur les femmes, mais ça n'empêche que si toi, tu es OK pour suivre ma formation en sachant tout ça, et ça ne va pas dire que je vais t'exclure ou mal te parler ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ça du tout, mais il faut en avoir conscience. Et ils m'ont dit, OK, ça part. Donc là, je vois que le premier homme qui a intégré la Jonathan en septembre, ça a l'air de bien se passer. Voilà. Ok. Et tu me disais tout à l'heure, donc parmi bah, ces personnes, ces femmes potentiellement donc qui sont tes clients, il y en a beaucoup ou plusieurs en tout cas qui viennent te voir justement parce qu'elles sont, enfin ou en tout cas qui sont tes futures peut-être clientes qui viennent te voir en te disant que bah, justement elles ont des doutes sur le fait d'entreprendre à 40 ans, de se lancer après avoir déjà fait toute une carrière, etc. Quel conseil, du coup, tu leur donnerais? Ou quel conseil, d'ailleurs, tu leur donnes? Ou qu'est-ce que tu leur dis, justement, à ces femmes qui viennent te voir avec cette logique-là? Et elles sont pas tellement, en fait, tout de suite à me dire, voilà, je viens te voir, je voudrais me lancer, mais j'ai un peu peur parce que j'ai tel âge et tout. C'est pas formalisé comme ça, vraiment. Mm. Ça va passer par d'autres mots, j'ai envie de dire. C'est, j'ai peur. Voilà. Je vais peut-être quitter mon travail. Souvent, hein, c'est pas, elles le font pas tout de suite. Et puis moi, je le conseille pas en plus, hein. Je trouve que c'est plutôt serein. On est sur un public quand même qui, j'ai pas envie de dire fragile, mais qui a besoin d'être rassuré, en tout cas, qui a besoin de choses concrètes. Donc, avoir c'est à côté encore, c'est plutôt intéressant. Donc déjà, ça c'est le premier conseil que je donne, moi, souvent. Si vous avez possibilité de garder votre job à côté, voire de négocier un temps partiel pour vous donner plus de temps dans la formation et la création de votre boîte, bah, peut-être c'est mieux de faire comme ça, mais de faire les choses une après l'autre, en fait. Il n'y a pas de... faut pas aller trop vite. Il faut aller à son rythme. La formation, elle dure 3 mois. Mais bon, déjà, elle est accessible beaucoup plus longtemps, mais je veux dire, c'est pas grave si au bout de 3 mois on n'est pas prêt ou si on n'a pas tout fini. Il y a Mm. des gens, ça va très vite, il y en a qui ça va moins vite, donc il faut vraiment faire les choses à son rythme, de ne pas se prendre la tête. Et j'ai aussi pas constaté qu'elle se sentait pas en capacité. J'ai plutôt remarqué que les trois quarts, elles se sentent capables. Je pense que justement, après 40 ans, on a bien conscience de nos capacités. Souvent, on sait encore pas ce qu'on veut. Moi, c'est encore pas mon cas, hein. Je crois que je serais incapable de dire encore qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà. Mm. Ce que je peux dire, par contre, c'est qu'est-ce que je veux plus. Et on est nombreuses. Ça, de savoir vraiment ce qu'on veut plus vivre ou traverser ou faire, eh ben ça, on en est bien capable de faire cette liste-là. Mais Mm. de dire vraiment avec précision, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça, je pense que c'est avec notre éducation au-delà même de notre éducation en tant que personne petite fille, hein, on n'a pas tellement appris aux femmes à vouloir, en tout cas, ou à le dire ou clairement. Mm. Et donc, eh ben, voilà, c'est culturel, hein, au-delà de ça. Mm.
Ça marche. Et donc du coup, finalement, ouais, en fait, il y a pas, enfin, cette peur-là n'apparaît pas forcément d'un premier aspect, mais est-ce que tu le ressens après? Est-ce qu'il y a des moments où ça bloque, ou non, c'est vraiment en amont et en fait la question se pose plus une fois que tu es déjà en contact avec ces personnes-là, elles ont passé le cap, quoi, finalement. Ben, certaines, ça va se découvrir au fur et à mesure de la formation, où elles vont se dire, oh là là, mais j'ai tellement de choses à apprendre que ça, des fois, ça peut faire en cours de formation un petit découragement, un peu se dire, Mm. j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, c'est là qu'on revient, on rediscute sur la notion de rythme de chacune à son Ok. etc. D'autres se disent, moi vraiment, Insta, j'ai l'impression que voilà, que c'est que pour les jeunes, n'importe quoi, pourquoi est-ce que j'irai sur Instagram? Donc, quand je leur dis, bah, moi, je suis formatrice, est-ce que il y a quelques temps, tu pensais qu'une formatrice était sur Instagram? On me dit non. Bah voilà, enfin, je prends des exemples à chaque fois précis. Évidemment que si demain je leur dis, viens, venez, on va toutes faire des vidéos sur TikTok, là, je pense que je perds la moitié, voire 90% de la promo, mais Instagram, non. Et puis certains me disent non, par exemple Instagram, j'ai pas du tout envie, moi je préfère aller sur LinkedIn. Après, elles vont choisir aussi le réseau sur lequel elles sont plus adaptées. Mais après, sinon, vraiment sur la partie création d'entreprise, qui est au-delà de communiquer sur les réseaux sociaux, là je trouve que leur vécu, leurs expériences et tout font qu'elles sont très prudentes. Et justement, ça va donner des bases très solides. Elles vont pas se lancer n'importe comment, hein. Les trois quarts d'ailleurs me disent non, 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 moi je me lance par exemple dans 3 à 6 mois parce que d'abord, première étape, je crée ma boîte. Deuxième étape, je fais ci. Troisième étape, je fais ça. C'est hyper structuré. C'est pour ça Mm. que j'aime beaucoup ce public aussi parce que voilà, c'est pas tout feu, tout flamme, j'ai envie de dire, même si ça aussi, ça peut être bien, hein. Mais là, on est vraiment sur un public construit qui va beaucoup réfléchir, qui va pas hésiter à se former encore plus sur tel point pour être sûr de faire la chose comme il faut, etc. Mm. Ok. Donc ça, tu dirais que c'est de vraies forces aussi qui sont liées justement peut-être au fait d'avoir passé un certain temps d'expérience, de certaines années, d'avoir peut-être, alors j'allais utiliser le mot subi, il est peut-être fort, mais en tout cas d'avoir vraiment vécu fortement certains aléas de ces premières expériences. Bah, je pense qu'avec l'âge, forcément, hein, on a une certaine maturité, ça c'est normal, mais elles ont conscience que leurs actes vont avoir des conséquences. J'ai envie de dire, donc elles font attention. Soit elles sont en charge d'une famille, par exemple, donc elles vont pas faire n'importe quoi dans le risque de mettre en péril les finances. C'est vraiment ça, hein. Mm. Les finances de la famille, en fait, au budget familial, ça, elles font très attention de se dire, bon, si demain je quitte mon job salarié, je me lance, est-ce que tout de suite, je vais avoir le même niveau de revenu? Ça peut leur faire peur. C'est pour ça que souvent, elles gardent leur boulot à côté en attendant. Et elles vont, voilà, vont pas tout lâcher du jour au lendemain. Même au niveau du budget de la formation, c'est quelque chose qui réfléchit. Elles vont se dire, bon, voilà, la formation me coûte tant. Est-ce que je peux ou est-ce que je dois attendre encore un peu? Voilà, est-ce que je dois économiser? C'est des actes tout le temps très conscients et pas, voilà, sur un coup de tête, rarement. Donc il y a ce côté-là donc de prudence, de réflexion, d'organisation. Est-ce que tu vois d'autres forces aussi du coup qui viennent avec le fait de pouvoir entreprendre au-delà de 40 ans? Bah, la capacité, justement, comme elles savent ce qu'elles veulent pas, par exemple, elles vont réfléchir peut-être ou se donner le temps de choisir les bonnes personnes avec qui collaborer. Certaines de mes élèves arrivent en début de formation me disant, moi, hors de question que je travaille avec un homme pour X raisons dans le salariat, j'ai subi, etc. Donc je ne veux plus travailler. Certaines, en cours de formation, font des rencontres entrepreneuriales qui les fait changer d'avis. Vraiment, se disent, bon, voilà. Mais ça peut être comment, une conséquence un petit peu de ce qu'elles ont subi avant. Maintenant, elles sont aussi capables de, j'ai l'impression, sentir un petit peu les collaborations. Bon, il y a toujours des échecs, hein, j'ai envie de dire, ou des choses qu'elles n'ont pas senties, mais quand même, je trouve qu'elles font assez la part des choses et elles vont pas s'enflammer tout de suite. En fait, c'est Mm. ça. Elles vont prendre le temps de réfléchir. Est-ce que cette collab qui a l'air super cool sur le papier, qu'est-ce que ça peut cacher ou pas, hein, après tout? Tant d'heures, ça a l'air cool parce que je vais être bien payée, mais ben non, j'ai pas le temps en fait, parce que ça va trop m'engager, ou telle entreprise, ça va me demander trop d'investissement que je peux pas donner, donc je préfère décliner, etc., etc. Et cetera. Et ça, je pense que c'est cette maturité qui leur permet de réfléchir comme ça, en fait. Ok. Tu vois d'autres choses donc du coup donc le côté prudence, organisation et savoir ce qu'on ne veut plus qui permet vraiment déjà de définir un peu plus son activité. Est-ce que tu vois d'autres choses aussi? Bah, la capacité de se remettre en question.
Elles sont... Ouais. Déjà, rien que le fait de se dire, voilà, j'ai peut-être 20 ans de carrière, j'ai fait toute ma carrière comme, je sais pas, assistante de direction dans une entreprise, etc. Et là, je plaque tout et je me lance dans l'entrepreneuriat, ça c'est hyper fort. Enfin, je veux dire, quand on a vraiment vécu dans ce schéma salarié où on Mm. travaille de 9h à 17h, pas le week-end, et puis le vendredi soir on coupe, on revient le lundi matin, mais on n'y est pas pour ces 2 week-ends, ça, elles ont bien conscience que c'est terminé. Une fois qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut dire ce qu'on veut, on peut se dire, je vais déconnecter le week-end, c'est pas vrai. On peut ne pas travailler sur son business le week-end, c'est-à-dire ouvrir l'ordinateur ou quoi. Mais se dire que vraiment, dans un coin de sa tête, on n'y pense plus, on se dit pas ceci, ça c'est faux. Alors qu'en salariat, c'est peut-être un peu plus vrai quand même, on arrive à faire. Donc ça, c'est une force quand même de savoir switcher, d'avoir réussi en tout cas à switcher entre les deux, quoi. Toi-même, du coup, quand tu t'es lancé en entrepreneuriat, donc est-ce que tu as découvert des parts de toi que tu soupçonnais pas, ou tu vois, est-ce que il y a des choses en fait, est-ce que ça a réveillé certaines choses aussi en toi que bah, toute la partie d'avant était peut-être endormie? Euh, alors, peut-être être encore plus acharné du travail. C'est-à-dire que je soupçonnais un peu ça, mais j'avais pas matière en fait, hein. On me demandait pas des heures supplémentaires, des choses comme ça. Donc j'ai jamais pu expérimenter ma capacité maximum ou maximale de travail. On est d'accord. Moi, jamais challengé là-dessus. Il faut quand même en avoir conscience. Je sais que ça va peut-être faire hurler certains parce que il y a des services où ils sont quand même bien bookés, hein. Mais c'est ça le problème de la fonction publique, c'est que il n'y a pas de vase communicant entre des services qui sont bookés et d'autres services où il ne se passe pas grand-chose. Donc, Mm. moi, j'étais plutôt dans un service où c'était cool, hein, voilà. Donc, j'ai pu m'apercevoir que j'avais quand même une grosse, grosse capacité de boulot, en fait. Donc, ça, c'est plutôt bien, ou pas. Je sais pas, en fait, parce que des fois, c'était compliqué aussi. Euh, et le fait aussi de savoir, même si j'arrivais quand même à le faire, ou je pratique un peu, de savoir exprimer avec fermeté une opinion, un choix, et de pouvoir l'argumenter, hein. C'est pas tout de dire moi je pense ça, mais derrière il faut pouvoir argumenter, surtout si en face on a des personnes qui sont pas ou d'accord et ou qui connaissent pas en fait le sujet, donc il faut savoir le dire. Et puis aussi, j'avais jamais eu l'occasion, bizarrement, de pouvoir m'exprimer en public, si ce n'est dans le cadre d'une formation où là, je vais former une dizaine de personnes, mais sinon, vraiment, dire, je prends la parole devant plein de personnes et tout en public, ça, je n'avais jamais fait. Donc, je m'étais toujours posé la question, en fait, de me dire, le jour où je vais être confrontée, où j'aurai pas le choix, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais avoir super peur? Ou est-ce que je vais vivre ma meilleure vie? Je savais pas, en fait, pas du tout, du tout. Et puis la première fois que ça m'est arrivé, bah, ça s'est bien passé, j'ai plutôt bien kiffé d'ailleurs. Ok, donc c'est des choses, enfin finalement que tu as découvertes avec, enfin avec l'entrepreneuriat et que tu as adoré vraiment. Oui, et puis la partie aussi de se tester pour, par exemple, pour sentir un petit peu les nouvelles tendances du marché. Bon, maintenant, ça va faire la 5e année, je crois, que j'entame. Bon, il faudra que je recalcule. Mais voilà, donc j'ai quand même un petit peu de recul et je me suis aperçue que les choses que je sentais, bah oui, ça s'avérait quelques mois après. Je prends notamment l'exemple, moi, quand je me suis lancée, c'était encore la grosse période de marketing vraiment où on appuyait, par exemple, beaucoup sur les points de douleur, etc., etc. Voilà, ouais. J'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout, je trouvais ça très agressif. Mm. Et j'ai toujours décidé de ne pas communiquer comme ça parce que ça me ressemblait pas, puis que moi, en tant que consommatrice, j'aimais pas trop être euh, comment qu'on me parle comme ça en fait. Mm. Donc j'ai décidé de ne pas parler comme ça et je me dis mais c'est pas possible que les gens aiment quoi en fait. Au bout d'un moment, voilà. Et puis je vois maintenant que de moins en moins quand même, c'est des pratiques qui deviennent de moins en moins courantes où on va plutôt sur voilà un marketing, j'ai envie de dire plus doux en tout Mm. cas. Mais souvent, enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai noté aussi. Généralement, on est beaucoup plus, enfin, beaucoup moins à l'aise à faire quelque chose qui, à nous-mêmes, nous énerve. Moi, typiquement, enfin, moi, enfin, par exemple, je sais que quand quelqu'un essaye de m'appeler et me faire de la vente forcée, ça me hérisse le poil. Ça Ouais. m'énerve. Donc, du coup, bah, forcément, je vais pas le faire aux autres parce que c'est quelque chose que je ne supporte pas moi-même, quoi, en gros. Exactement. Et peut-être aussi avec la maturité, l'expérience, l'âge et tout, on a pu expérimenter pas mal de choses, soit soi-même, soit en tant que consommatrice, et on sait bien ce qu'on n'aime pas.
c'est-à-dire qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Mm, Et moi, mm. je pars du principe où je fais pas ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Donc, tout va se décliner comme ça. Par exemple, tu parlais de vente forcée. Tu sais, moi, je fais des appels découvertes pour les formations qui sont des vrais appels découvertes. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'une personne prend rendez-vous, euh, veut des informations supplémentaires sur la formation. En général, elles n'ont pas trop de questions parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur la page de vente, mais il se peut qu'il y ait des questions, le déroulé, etc. Mais aussi que elle, la personne nous propose son projet, puisque moi, je ne voudrais vraiment pas que quelqu'un se trompe, en fait. C'est un investissement financier, c'est un investissement en temps. Mais je n'ai pas envie qu'une personne vienne là par hasard et puis qu'au bout d'un ou 2 mois, se dise non, non, c'est pas du tout mon truc. Et voilà. Donc, je préfère que la personne arrive avec un projet déjà mûri. Et surtout, ça lui permet de, c'est ça, de prendre son temps, mais avec déjà la réflexion en amont, en fait. Mm. Et la vente forcée, pour revenir sur la vente forcée, c'est que cet appel, à la fin de l'appel découverte, je ne suis pas là, alors vous allez acheter la formation et on n'est pas là du tout. Souvent, ils ont le temps, puisque je fais ce qu'on appelle des lancements assez longs, parce que j'ai remarqué que mon public a besoin de réfléchir. Ok. Souvent, on est sur une dizaine de jours, une quinzaine de jours entre le moment où on s'est vu en appel découverte et le moment où elles vont décider de s'inscrire ou pas, mais en général, oui. Donc, il faut ce temps de réflexion et que je sais très bien que si j'étais dans un autre schéma, en vente, par exemple, sur une semaine, très courte, ça ne marcherait pas parce que je leur laisse pas le temps et que quand on ne leur laisse pas le temps, elles se disent, c'est bizarre. Mm. C'est louche. Donc, je préfère prendre ce temps. Effectivement, ma copywriter souvent me dit, mais ton lancement est très long. Un mois, c'est très long, c'est très fatigant. Mais je sais que c'est le temps qu'il leur faut, en fait. Mm. Finalement, moi, je le vis bien aussi. Donc, si tout le monde le vit bien, eh bien, continuons. C'est ça, je pense que c'est le meilleur indicateur aussi. Si toi tu te sens à l'aise avec ce que tu proposes et que les gens à qui tu le proposes sont aussi dans ce fonctionnement-là, ben c'est parfait quoi. T'as trouvé la mécanique idéale. C'est ça, exactement. Et puis, on a quand même beaucoup de rendez-vous. Là, je sais qu'au mois d'août, on a dû avoir une cinquantaine d'appels découvertes. Donc, 50 appels, t'imagines, sur un mois, ça se fait. Sur une semaine, je pense qu'on n'aurait pas pu le faire en plus. Donc, ou alors un rythme pas possible. Et comme je te le disais au tout début, je prends soin de moi. Et ça, si je peux donner aussi un conseil, ouais, c'est ça, entrepreneuriat. Il faut vraiment, c'est pas un gros mot d'être égoïste en entrepreneuriat. C'est hyper salvateur de savoir s'écouter, de sentir quand on n'est pas très très bien ou quand on est un petit peu en down, là, en baisse d'énergie, et ben on fait autre chose. Hein. Moi, des fois, je fais du repassage. C'est fun. Non, c'est pas un conseil du tout. Hein, ne faites pas ça. Moi, ça me détend, mais parce que je regarde une série en même temps, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. De s'écouter et d'avoir l'impression que si euh, on nous conseille ou on voit que les autres font comme ça, mais que nous, on n'est pas OK, qu'on ne sent pas très bien de faire ça, mais on ne le fait pas, hein, tout simplement. Je pense notamment aux Reels sur Insta où voilà, il faut faire ça parce que eh ben moi, je sais pas que je suis pas à l'aise, mais j'ai pas envie, en fait. Ou les stories face cam. Mm. On m'a déjà dit, ah, c'est parce que tu es timide ou tu es introverti ou tu n'oses pas te montrer, mais vraiment ni l'un ni l'autre, ni rien. J'ai pas envie, en fait. C'est vraiment la flemme parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une story face cam, c'est pas je me filme, je balance ou rarement. Et il va y avoir peut-être du montage, du sous-titrage si on veut être OK. Donc moi, je fais pas, tout simplement. Puis j'ai plein de boulot, peut-être que ceci explique cela. Mm. Marche. Donc ça aussi, c'est un des points finalement, quelque part, où tu dirais, ce qui vient peut-être aussi avec l'expérience, c'est vraiment d'apprendre aussi davantage à connaître ses besoins, ses limites, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire pour prendre soin de soi aussi, et trouver cet équilibre pour être un entrepreneur, enfin justement pour pas se cramer quoi. Enfin moi je parle souvent de pas se cramer en route quoi. Donc Ouais. Pour tenir sur la durée, ouais. Il c'est ça. faut. Parce que même en s'écoutant, même en faisant attention, on peut arriver quand même à passer des heures carrées, des journées, voilà, avec complètement focus, la tête dans le guidon. Et puis il y a des périodes vraiment intenses. Donc je pense que les périodes où on se sent bien, même en bossant beaucoup, il faut y aller. Hein. Enfin, il ne faut pas s'imposer des choses non plus. Hein. C'est pas parce que on va nous dire, voilà, il faut pas bosser plus d'heures par jour parce que sinon vous n'allez pas être bien. Ouais, bah, si c'est OK pour moi de bosser 15 heures parce que je suis dans une bonne énergie, parce que j'en ai envie, parce que voilà, je vais le faire.
Et puis, il y a des jours où je ne vais pas bosser du tout, du tout, du tout, parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas envie, parce que je serai en coup de mou, parce que je me poserai toutes les questions de la Terre entière en me disant qui suis-je, pourquoi, voilà, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, je préfère rester en retrait. Ouais. Je pense que ça va parler à tout le monde. Je pense que tout le monde a vécu ce genre de jour de questionnement intense. Effectivement, on sait tous que c'est des journées qui sont absolument pas productives du tout, en vrai. Non, mais c'est vrai, et je pense qu'il vraiment, faut pas lutter en fait. Tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on va faire que de la crotte, pour pas dire autre chose, Mm. ces jours-là. Donc, à moins vraiment d'avoir un rendez-vous absolument hyper important qu'on peut pas décaler. Moi, j'ai déjà décalé des rendez-vous, très honnêtement, hein, sur ces jours-là, ou des fois des rendez-vous peut-être un peu importants, où je me suis dit, c'est pas possible en fait. Je veux complètement négative. Ça aurait pu très bien arriver ce matin avec toi, Christelle, où je me serais Mm. levée dans une énergie complètement moisie et je me serais dit, ben, tant pis, je sais que ça va l'embêter un peu dans son planning, mais j'ai pas envie de lui délivrer un truc pas terrible. Donc je préfère lui dire, écoute, on reporte à dans 2 jours quand j'irai mieux, mais là, je le sens pas. Bon, c'est pas le cas. Je suis réveillée avec la pêche. Mais ça aurait pu très bien arriver. Je l'explique, hein, je n'envoie pas un message, salut Christelle, je vais pas bien, au revoir. Non, j'explique pourquoi. Et j'ai remarqué quand même qu'à chaque fois, les gens sont hyper, hyper à l'écoute. Et me disent, mais tu as bien raison, je fais pareil. Mm. Voilà. Et on devrait tous un peu plus s'écouter et pas se forcer. Euh, Moi, j'avoue, pour te donner une idée aussi, je fais un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en plus, donc, comme on est des femmes, il y a aussi le cycle menstruel qui parfois joue. Et dans mon calendrier, c'est noté, je sais qu'il y a certains, justement, jours un peu qui sont plus difficiles que d'autres. Et donc, je sais que dans ces périodes-là, j'évite de prendre certains types de rendez-vous où je sais que j'aurai moins la patate, moins l'énergie. J'enregistre pas de podcast ce jour-là, par exemple, typiquement, parce que je sais que je serai un peu plus down, quoi. Hum, ouais, complètement. C'est ouais, moi je prône l'égoïsme en entrepreneuriat. Voilà, c'est dit. Et quelque part, enfin, enfin, là, si vous nous entendez, il y a quelque chose, il y a une part de stratégique, quoi, quelque part, parce que du coup, si on se rend compte de comment on fonctionne, enfin, qu'on fonctionne moins bien ces jours-là, bah, on a tout intérêt justement à faire autre chose ou à faire autrement, et pas à se forcer à faire quelque chose où ça marchera pas de toute façon. Ouais, c'est ça. Et puis sur la durée, j'ai l'impression qu'on puise en fait dans cette énergie au bout d'un moment, et du coup, sur la durée, il va arriver un moment donné où de toute façon le corps, je pense que vraiment va dire stop, quoi. Mais vraiment. Donc autant économiser ses batteries si on veut tenir longtemps. Et puis surtout, ce que je dis souvent à mes élèves, c'est je ne sauve pas de vie, vous ne sauvez pas de vie. Demain, moi, si je décide de pas venir, enfin de pas faire quelque chose qui était prévu, personne ne va mourir. Enfin, je ne pense pas à cause de moi. Et vous, c'est pareil, en fait. Donc, relativisons. Le monde ne va pas s'arrêter de tourner parce que le rendez-vous qu'on avait ou je ne sais quoi, eh bien, on le reporte à 2 jours. C'est pas super grave en soi, hein. Donc, Mm. voilà. Une fois partir de là qu'on a bien relativisé sur la notion de sauver des vies ou pas, eh bien, ça va, c'est cool. Mm. C'est complètement vrai, mais c'est vrai que parfois c'est pas si évident que ça à se détacher de cette notion-là, quoi. Pour les personnes très impliquées, c'est vrai qu'il y a cette notion où il faut vraiment se le rappeler de temps en temps, quoi. On va dire. C'est clair, d'autant que, surtout quand on est prestataire, en fait, ou là, et qu'on débute, c'est difficile Mm. peut-être de dire à un client, bon, bah, je vais pas bien, ou je suis malade, ou je ne sais quoi, et du coup, bah, je vais être un peu plus, je vais être un peu moins disponible, ou je vais peut-être avoir un petit peu de retard. Moi, je pense qu'il faut vraiment en parler. Je ne pense pas quand même qu'il y ait des entrepreneurs qui soient complètement fermés ou qui répondent je veux rien savoir, la deadline c'était ça, ou je veux que tu sois disponible. Enfin voilà, je serais Ou- très étonnée quand même. Il y en a hein, certainement, mais bon, et j'ai envie de dire quelque part, est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec ces personnes-là? non. Voilà. La réponse est nette. Non, non, pas du Donc tout. voilà. Donc aussi, la boucle est bouclée. À un moment donné aussi, on choisit les clients, enfin, comme les clients nous choisissent, quelque part. Exactement. On a aussi les clients qu'on mérite ou les prestataires qu'on mérite, ça dépend. C'est ça. Ça marche. Euh, Dis-moi, dans le métier que tu fais, dans ce que tu fais, dans l'activité que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais que tout le monde comprenne à propos de ce que tu fais et qui aujourd'hui n'est peut-être pas en fait suffisamment compris? Alors, ouais, c'est vrai que ça rejoint une discussion que j'avais eue il y a quelques temps. Donc, moi, donc,
je forme les futures assistantes virtuelles, donc mon public est quand même majoritairement féminin. J'ai conviction féministe, on dira, mais beaucoup plus euh, dans le sens la défense des femmes, en fait, hein, ou de mettre les femmes en avant. C'est vraiment Mm. ça, en fait, qui m'importe beaucoup. J'ai, comme beaucoup de femmes, subi des trucs assez moches dans le salariat, même si je relativise, je me dis, j'entends des histoires, je me dis, c'est un peu moins pire, mais à mon niveau, c'est déjà pire, hein. Je ne compare pas parce que c'est chacun son niveau de pire après tout. Ouais. Voilà. Mais alors, ce qui m'importe, c'est ça. C'est-à-dire que je forme les assistantes virtuelles, OK. Je forme les femmes à devenir assistantes virtuelles, OK. Mais au-delà de ça, je forme déjà les chefs d'entreprise. Ça, c'est vraiment hyper important déjà d'avoir cette notion parce que assistante virtuelle, chef d'entreprise, il y a quelque temps, c'était encore pas très clair, hein. Comme on était dans une notion de prestataire de service, c'était dur de faire le lien, de s'affirmer en tant que chef d'entreprise. Et ça, je trouve que, à force que je le répète, ça rentre un petit peu quand même, donc tant mieux. Et mes élèves, en tout cas, l'ont bien compris. Mais au-delà de ça, ce qui me motive vraiment, c'est le fait que les femmes, elles soient, j'ai envie de dire, émancipées du salariat si elles en ont envie à travers l'entrepreneuriat et toujours en gardant l'idée d'indépendance financière. Parce que ça, c'est hyper important. Donc, si moi, avec ma formation, en tout cas mon accompagnement, mon soutien, tout, j'arrive à porter ces femmes pour qu'elles deviennent vraiment indépendantes, on veut dire. Ah, j'aime pas trop hein, le terme de genre euh, euh, c'est comment chef de leur vie, enfin qu'elles tiennent les rênes de leur vie, des choses comme ça, ou maîtresse de leur vie. Enfin, j'aime pas trop toutes les expressions, mais bon, c'est un petit peu l'idée quand même qu'elles deviennent vraiment actrices, en tout cas bien plus Mm. que ça de leur vie, en tout cas professionnelle. Ça m'intéresse vraiment, qui va bien au-delà hein, de simplement former les assistantes virtuelles. Et en particulier bah, les femmes, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu, ou même beaucoup, en galère. Hum, C'est quelque chose qui va être un peu plus présent là en 2023, où je m'aperçois que j'ai un engagement profond, en fait. Mais je me dis souvent, mais en fait, je fais quoi, moi? Bon, alors je donne à des assos, super. C'est bien, hein, déjà, on est d'accord, hein, on fait un petit peu selon ses moyens. Mais concrètement, j'avais envie de plus mettre les moins dans le cambouis, je sais pas comment dire. Donc, j'ai pas Mm. trop le temps. Et puis, c'est moi, ma fille, par exemple, d'aller manifester, des choses comme ça. C'est moi ce que j'ai envie de faire et on fait selon ses envies avant tout. J'ai envie de faire des choses beaucoup plus concrètes à ma hauteur, en tout cas, ou à mon niveau. Et par exemple, là, pour la prochaine formation, la prochaine session, pardon, je suis en train de réfléchir à comment proposer un tarif solidaire pour des femmes, par exemple, qui seraient mamans solo, un petit peu en galère financière et qui aimeraient beaucoup lancer leur boîte, mais une maman solo, quand elle a payé son loyer, etc., je sais les galères que c'est. Donc, envisager de financer une formation à plus de 1000 euros, c'est carrément inenvisageable, on est d'accord. Moi, je ne propose pas le CPF pour plein de raisons, donc c'est hors de portée. Donc, j'envisage en fait de réfléchir comment je pourrais proposer un tarif solidaire à ces mamans. Et je dis bien ces mamans, puisque c'est ma cible en fait, enfin, c'est ma Mm. cible de combat, en tout cas, de pouvoir les porter et les accompagner comme ça, qui me sentirait encore plus utile, au-delà même d'accompagner les femmes. Voilà Ok. projet, il faut que j'arrive à tourner ou construire la chose, mais ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est un peu l'objectif 2023. Enfin, en tout cas, c'est dans tes objectifs 2023. Complètement. Et où je réfléchis à implémenter de plus en plus des actions de type RSE. En fait, ça en fait partie. Bon, il n'y a pas que ça, mais ça, ce serait le gros volet et qui serait pour le coup vraiment concret, le plus concret que je puisse faire en tout cas. C'est dans Mm. ce là que je le vois. Ça marche. Bah, super. Alors, du coup, par rapport à ton parcours entrepreneurial jusqu'à présent, qu'est-ce que tu dirais, enfin, c'est quoi les éléments de mindset, les, euh, les éléments qui t'ont vraiment soit fait grandir, soit qui t'ont le plus aidé dans la construction de ton chemin d'entrepreneur, en fait? Bah, la persévérance. Vraiment persévérer. Et c'est pas un vain mot, hein, parce que je m'aperçois que les gens sont pressés ou impatients. On lance un truc, au bout d'à peine 3 mois, ça marche pas. Allez, on fait autre chose ou on abandonne. Je pense que 3 mois, c'est un peu jeune pour dire ça marche pas. Bon, persévérer, mais ça ne veut pas dire persévérer dans une idée pourrie non plus.
Parce que des fois, on dit, oui, j'y arrive pas, mais je vais persévérer. Et puis quand on s'aperçoit que l'idée de base, elle n'était pas terrible, on peut persévérer pendant 10 ans. Si l'idée de base n'est pas terrible, faut peut-être changer aussi, hein, bien sûr, ou revoir le truc. La détermination, là, je vais au bout des choses parce que j'ai un objectif précis et voilà, je vais pas lâcher, voilà, je me laisse pas distraire. En tout cas, je suis déterminée à aller au but. Bien sûr, avoir une envie au départ, c'est ça qui va porter en fait l'envie. Si on n'est pas très très sûr de soi, bah, peut-être qu'on peut tester, mais il y a quand même des grandes chances que ça ne marche pas, hein. Se remettre en question tout le temps, tout le temps. Et se remettre en question, ça veut dire être ouvert à ce qui se passe autour de nous, ou un peu plus large dans l'entrepreneuriat, sur le web ou autre, dans notre environnement, et continuer de se former. Quand je dis continuer de se former, ça ne veut pas dire forcément acheter toutes les formations de la Terre. C'est-à-dire, tiens, il y a un nouveau truc qui arrive, je vais aller voir, je vais en apprendre plus. Des fois, il suffit juste d'aller peut-être regarder ce qui se passe sur le web, aller sur YouTube, des choses comme ça, on commence déjà à apprendre des choses sur cette nouvelle notion, oh, je vais pas y arriver, nouvelle notion ou nouveau concept ou nouveau outil, n'importe quoi. Aussi, une fois qu'on est sûr de soi, sur sa niche par exemple, ou sa cible, ou ce qu'on veut faire, il faut y rester et pas s'éparpiller. On va tout capitaliser de ces apprentissages sur cette notion-là, très précise. Je ne vais pas aller à côté me former un peu au copywriting, si c'est pas ça, un peu, je sais pas, à faire des tunnels de vente, un peu comment savoir faire un site WordPress ou je ne sais quoi. Tout focaliser cette somme d'apprentissage sur son cœur de métier qui va faire grandir. Tout le reste, c'est complètement annexe à mon sens. Au fur et à mesure que le business va grossir, on va avoir les moyens de déléguer, voilà, des choses comme ça, mais il ne faut pas s'éparpiller à suivre des formations dans tous les sens pour être une sorte de chef d'orchestre avec plein plein de compétences. Et ça, à mon avis, ça ne marche pas, vraiment pas. Ok. Et si tu avais une seule chose, un seul conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, ce serait lequel? Bah, c'est ça en fait, c'est vraiment moi je reviens souvent sur la persévérance parce que je trouve que c'est le plus dur hein, à tenir en fait de persévérer. J'entends aussi des fois avoir confiance en soi, des choses comme ça. Je pense que la confiance en soi, déjà je suis pas sûre qu'on l'ait tous totalement, même si on peut paraître quelqu'un qui a énormément confiance en soi. On est d'accord qu'il y a des gens qui ont plus confiance que d'autres, mais quand même, je pense que la personne qui a le plus l'air confiante en elle au monde, en vrai, quand on gratte, c'est pas trop ça. Donc la persévérance, parce que c'est ce qui est le plus dur, en fait. Je lâche pas, quoi. Je sais que mon idée, elle est bonne, je sais que mon projet, il est bon, je sais que j'ai les capacités d'y aller et d'y arriver surtout, mais des fois, ça prend plus de temps. Et quand on n'est pas persévérant, eh ben, au bout d'un moment, on va lâcher un peu. On va lâcher complètement et c'est dommage. C'est dommage. Ça revient souvent à ce que je vois à l'histoire du mineur, là, hein, tu sais, qui gratte le tunnel et puis qui lâche enfin, qui abandonne tout alors que les diamants, ils sont 5 cm derrière la paroi, quand, un truc comme ça. Rageant. C'est ça, en fait. Mais c'est tellement vrai. J'aime beaucoup cette image parce que c'est ça, en fait. On va lâcher alors que c'est dommage parce que peut-être c'était là. Alors peut-être qu'effectivement, au bout de 10 ans, que ça n'a toujours pas marché de poser des questions, mais là, ça revient à est-ce que l'offre était la bonne, est-ce qu'elle était juste bien construite, ou est-ce que juste on a su communiquer dessus, ou je ne sais quoi. Bon, là, c'est encore autre chose. Mais sinon, il n'y a pas de raison, en fait, si on est persévérant, que ça ne marche pas. Ouais, c'est justement ce que j'allais te demander parce que avec une de mes invitées dans un précédent podcast, on avait on a échangé sur cette phrase-là. En tout cas, on se demandait c'était quoi la différence entre de la persévérance et de l'obstination, quoi. C'est-à-dire à quel moment je sais que je persévère parce que justement il y a les diamants qui arrivent à 5 centimètres de mon coup de pioche, ou est-ce que bah je vais m'enchaîner, enfin je vais continuer pendant 10 ans à faire ça et il va rien se passer. Et pour toi, tu dirais que enfin, comment tu sens cette différence ou comment qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui se pose la question justement de savoir est-ce que je suis dans le cas où mon coup de pioche, le prochain c'est le bon, ou j'aurais beau piocher et je vais aller me diriger au centre de la Terre mais sans qu'il se passe rien, quoi. Et je pense qu'il y a quand même des premiers signes. C'est déjà quand on lance quelque chose que on fait zéro vente, zéro touche, potentiellement, c'est que ça intéresse peut-être personne. Moi, en tant que formatrice, évidemment, je vais parler beaucoup plus d'une offre de formation, on est d'accord.
La plus grosse erreur, à mon sens, ça serait de construire quelque chose de A à Z, hyper bien ficelé, terminé, tout dans son coin pendant des mois et arriver avec l'offre toute construite et qu'évidemment, il y a des chances que ça n'intéresse personne. Pas parce que l'offre est complètement pourrie, mais peut-être qu'il n'y a pas de besoin, simplement. Hein. Des fois, des gens qui font des trucs, enfin, il y a quand même une grosse somme de travail derrière, mais sauf que ça n'intéresse personne. Donc déjà, ça, c'est la première grosse erreur, de faire un truc dans son coin et après de venir le lancer sur le marché. Il faut vraiment avoir cette conscience de je vais tester le marché. Donc ça peut passer par plein de choses différentes dans une formation. On peut passer déjà par un simple questionnaire, recueillir des avis et puis surtout lancer tout le temps ce qu'on appelle en bêta-test avec très très peu de choses construites où on va co-construire le programme avec les élèves en bêta-test. Déjà pour le coup, ça plaît beaucoup, cette notion de co-construction, de participer à un projet. Et le tarif est souvent avantageux parce que le deal, c'est je vous fais pas payer cher, mais vous m'aidez un petit peu au moins avec vos retours, en tout cas. Voilà. Comme ça, on sait que c'est en bêta-test. Le jour où on a une formation bêta-test qui a 0 inscrit avec un prix dérisoire, on peut se dire déjà que potentiellement, ça risque de pas marcher. C'est déjà, à mon avis, un bon indicateur quand même. Hein. Ça marche. Donc, voilà, c'est l'obstination, ça serait ne pas avoir testé, en fait, son offre ou son produit et puis continuer. Ben, ouais. Ok, pas super. Merci pour cette réponse, parce que c'est vrai que la frontière peut être fine. Oui, ah oui, complètement. Oui. C'est peut-être moins facile à tester quand on est en prestation de service, évidemment, parce qu'il n'y a pas cette notion, mais il y a quand même des façons de faire avec des appels découvertes ou avec des propositions, peut-être de mini-audits gratuits, des choses comme ça, ou de peut-être un lancement d'offres un peu moins cher. Enfin, bon, on peut toujours quand même mettre des choses en place pour voir si ça prend. Hein. Ça marche. Merci beaucoup Nathalie pour tout ça. Si on veut te retrouver, comment on te retrouve du coup? J'ai cru comprendre que c'était plutôt par Instagram. C'est vrai. Je suis un peu plus présente, beaucoup plus présente sur Instagram. Voilà, c'est surtout là qu'on peut me contacter. Maintenant, après, je suis à peu près partout sur LinkedIn, sur Facebook, voilà, ou sur mon site internet. Je ne suis pas sur TikTok, donc ne me cherchez pas. J'ai cru le comprendre aussi. Peut-être un jour. Non, en vrai, je pense pas. Mais surtout que mon fils m'a dit, hein, maman, tu ne vas jamais sur TikTok. Donc, je dois respecter ma promesse. D'accord. Et la frontière, tu sais, à ne pas dépasser. Quand on est maman, il faut avoir conscience, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Hein. Il y a l'image des enfants derrière. Donc, on me retrouve surtout sur Insta. Ouais, c'est là que je suis le plus présente, en tout cas. Ça marche. Bon, de toute façon, pour tous ceux qui voudront retrouver Nathalie, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. Un grand merci Nathalie pour tout ça. Écoute, merci à toi Christelle, en tout cas, c'était hyper sympa comme échange et j'aime beaucoup m'exprimer sur ces sujets. Tu as compris que ça me touche particulièrement et que voilà, ça me passionne surtout. Ça se voit. Malheureusement, vous l'entendrez peut-être dans la voix. Moi, je le vois aussi dans les yeux de Nathalie. Merci. Merci Christelle. Voilà, c'est la fin de cette interview. Alors, persévérance, détermination, remise en question continue, mais sans peur. Et tout ça en s'autorisant à ne plus faire ce qu'on ne veut plus, à avoir une meilleure connaissance de ce que nous aimons ou pas pour proposer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Je sais pas pour vous, mais le programme dont nous a parlé Nathalie me plaît beaucoup. J'espère que vous y avez trouvé de l'inspiration et de quoi vous faire réfléchir, en douceur bien sûr, pendant les fêtes, avant de commencer la nouvelle année qui arrive. Avant de vous laisser, une dernière chose. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et à partager l'épisode autour de vous. Un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire et un grand merci également de m'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. À bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite. Bye bye.